Aujourd'hui, je vais parler de combien la bourse rapporte, et plus précisément de combien la bourse américaine et la bourse française rapportent. Cette vidéo fait suite à ma précédente sur la bourse et le risque, dans laquelle je montrais que la bourse n'est pas risquée, tant d'un point de vue risque de fraude que d'un point de vue risque de perte. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je mets ici un lien pour que vous puissiez aller la voir avant ou après cette vidéo, car les deux sont assez complémentaires. Donc je vais commencer par quelques statistiques sur la bourse américaine. Et on verra notamment que malgré une performance annuelle assez différente d'une année sur l'autre, au global, la performance de long terme de la bourse américaine est restée assez stable dans le temps, et notamment la performance réelle, c'est-à-dire la performance après prise en compte de l'inflation, est elle aussi restée stable dans le temps. Je parlerai ensuite de la bourse française. Alors j'avais initialement prévu de traiter la bourse française et la bourse américaine en parallèle, mais en faisant des recherches sur la bourse française sur le temps long, je me suis tout simplement rendu compte que ce n'était pas faisable, puisque la situation de la bourse française a beaucoup trop varié au cours du XXe siècle, et on verra notamment que c'est qu'à partir du milieu des années 80 que la bourse française a connu une sorte de renaissance et a retrouvé des performances davantage en ligne avec les performances de la bourse américaine. Et pour finir, je tirerai quelques conclusions et je ferai quelques perspectives pour le futur. Bon, ça nous fait un bon programme, c'est parti. Donc, la bourse américaine. Alors, il faut d'abord que je précise que les chiffres que je vais donner dans cette partie sont basés sur la valeur de l'indice américain S&P 500. Le S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines cotées en bourse aux États-Unis. Et l'intérêt de cet indice, c'est qu'il est réévalué fréquemment. Et si on combine ça avec le fait qu'il représente 80% du marché boursier américain, ça nous donne en fait une vision assez précise du marché américain et de son évolution dans le temps. Donc, si on prend la performance du S&P 500 de 1926, sa date de création, à 2019, ça nous donne ça. Donc, comme vous voyez, c'est un graphique des performances annuelles. Ça va vraiment dans tous les sens. D'une année sur l'autre, il y a beaucoup de variations. Donc, en moyenne, on a une performance annuelle légèrement supérieure à 12%, une médiane légèrement supérieure à 14% et un écart type qui est proche de 20 points. Donc ça renforce bien l'impression visuelle qu'on a d'une grande dispersion. Une autre manière de voir les choses, c'est d'utiliser ce graphique. Donc en abscisse, on a la performance, en ordonnée, on a le nombre d'années avec cette performance-là. Donc c'est par tranche de performance de 5%. Donc tout ce qui est à gauche de la barre au centre renvoie à des performances négatives et tout ce qui est à droite renvoie à des performances positives. On peut voir que la performance penche fortement du côté positif. Alors par souci de cohérence avec la première vidéo que j'ai faite, je précise une chose. C'est dans cette vidéo, je parle d'une performance de long terme du S&P 500 légèrement supérieure à 12%. Et dans la première vidéo sur le Nasdaq, j'avais dit que la bourse américaine avait une performance de long terme légèrement supérieure à 10%. L'écart de 2% entre les deux s'explique par le fait que dans cette vidéo, j'inclus les dividendes. Et dans la première vidéo, je faisais en fait référence à l'indice S&P 500 de base, sans prendre en compte les dividendes. Alors entre les deux, le plus réaliste est bien sûr de prendre en compte les dividendes, parce que la plupart des entreprises versent des dividendes, et ne pas en tenir compte et en fait ne pas prendre la performance réelle qu'un investisseur gagne. Je vais maintenant parler de la performance sur plusieurs années. Alors si vous avez déjà vu mes autres vidéos, vous savez que c'est l'approche que je recommande et l'approche que je suis personnellement. Donc si on considère des périodes d'investissement plus longues, pour commencer 3 ans, on obtient les résultats suivants. Alors on peut noter que la performance minimale sur 3 ans est inférieure à la performance minimale sur 1 an. Respectivement moins 60% contre moins 40%. Et ça s'explique par le fait que le marché boursier peut être baissier pendant plus d'une année. On observe aussi, et ça c'est plus positif, que la performance moyenne augmente bien puisqu'elle passe de 12% à 40%. Si on étend encore les périodes d'investissement, en considérant des périodes d'investissement de 5 et 10 ans, on s'aperçoit que à chacune de ces périodes, la performance moyenne augmente bien. Et à 10 ans en moyenne, un investisseur qui a investi sur le S&P 500 a multiplié par 3 l'argent qu'il avait investi. Si on étend encore les périodes d'investissement à 15 ans et 20 ans, on s'aperçoit à 20 ans que la performance minimale est proche de 85%, ce qui est quand même pas trop mal. La performance maximale est très forte puisqu'elle est proche de x27 et la performance moyenne est légèrement supérieure à x9. Et j'ai envie de noter ici que des durées d'investissement de 15 ou 20 ans, qui peuvent sembler assez longues et même extrêmes,
au premier abord soient en fait pas si extrêmes que ça, puisque si on considère qu'on travaille en moyenne, pour faire vite, entre 23 ans et 63 ans, 65 ans, on a en fait une période d'investissement d'environ 40 ans de disponible. Donc 20 ans, c'est pas si extrême que ça. Alors un facteur essentiel qu'on ne doit pas oublier lorsqu'on parle d'argent, et a fortiori lorsqu'on parle d'argent sur plusieurs années, c'est l'inflation. Parce que ce qui vous importe vraiment, ce n'est pas tellement le montant d'argent que vous possédez, mais ce que vous êtes capable de faire et d'acheter avec cet argent. Et pour rappel, l'inflation, c'est la mesure de la perte du pouvoir d'achat d'une monnaie dans le temps. C'est le fait de dire que 1 euro aujourd'hui a moins de valeur, permet d'acheter moins de choses qu'1 euro il y a 10 ans. Alors en économie et en finance, on cherche souvent à prendre en compte l'effet de l'inflation sur la performance. Et pour ce faire, on a deux notions utiles. On a la performance nominale ou brute, qui fait référence à la performance que vous pouvez lire un peu partout, et la performance réelle, qui est la performance nominale moins l'inflation. Et pour illustrer à quel point le concept de performance réelle est important, je vais prendre un exemple. Imaginons un support d'investissement qui vous rapporte de manière garantie 4% par an. Donc vous investissez dedans et en fin d'année, vous sortez de cet investissement. Mais durant l'année, l'inflation a été de 5%. Du coup, votre performance réelle a été de moins 1%, puisque vous avez 4% de performance nominale, moins 5% d'inflation, ce qui vous donne moins 1% de performance réelle. Donc vous voyez, l'inflation peut avoir un impact très important sur le rendement d'un investissement. Donc je vais mettre ici les chiffres du S&P 500 en prenant en compte l'inflation, donc les chiffres de performance réelle. Donc je ne vais pas commenter ces chiffres-là, je vous laisse mettre la vidéo en pause si vous voulez voir l'effet de l'inflation sur la performance. Alors on va maintenant passer à la bourse française. Comme vous allez le voir, la situation est très différente puisqu'au global la performance a été inférieure, mais surtout elle a été très variable dans le temps. Alors une précision méthodologique, c'est que dans ma précédente vidéo sur la bourse et le risque, j'ai fait débuter les calculs pour la bourse française à 1988. Parce que 1988, c'est la date de création du CAC 40 et aujourd'hui, le CAC 40 est l'indice français boursier le plus ancien coté de manière continue. Cependant, en faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai découvert le travail de l'économiste français David Lebris et notamment sa thèse dans laquelle il a reconstitué une valeur historique du CAC 40. Alors, comme vous le savez, le CAC 40, c'est les 40 entreprises françaises avec la plus grande capitalisation cotée à la Bourse de Paris. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est plongé dans les archives économiques et il a regardé pour chaque année les 40 entreprises françaises avec la plus importante capitalisation boursière et il a additionné leur capitalisation boursière, ce qui est, pour faire vite, globalement la méthode de calcul du CAC 40 actuel. Et il a fait ça jusqu'en 1854. Alors 1854, ça peut sembler extrêmement reculé dans le temps, mais il faut garder à l'esprit que la bourse, telle qu'on la connaît actuellement, avec un marché primaire, secondaire, des dividendes, des sociétés anonymes, une gouvernance, etc., existe globalement depuis le XVIIe siècle. Alors je ne vais pas entrer dans les détails, mais du coup, au XIXe siècle, c'était déjà un mode de financement des entreprises très mature et que une partie importante des plus grandes entreprises mondiales utilisaient déjà. Donc faire une analyse qui remonte jusqu'au XIXe siècle est du coup pas délirant. Donc on peut découper cette période en 4 parties. Le graphique que je fais apparaître à l'écran et l'analyse dont je vais vous parler viennent directement de David Lebris, donc tout le mérite lui revient. Sur ce graphique, on voit la performance réelle, c'est-à-dire avec prise en compte de l'inflation, de la version historique du CAC 40 que cet économiste a calculé et de la version historique du S&P 500. La version historique du CAC 40 est représentée par la ligne noire et la version historique du S&P 500 est représentée par la ligne grise. Alors du milieu du 19e siècle jusqu'en 1913, c'est une période de stabilité. La performance réelle, c'est-à-dire avec prise en compte de l'inflation de la bourse française sur cette période, est en moyenne de 5,4% par an. Et la performance nominale est en moyenne de 5,6% par an. Comme vous voyez, l'écart est seulement de 0,2% par an. Et ça s'explique par le fait que le franc était relié à l'or directement, et ce depuis Napoléon Ier, ce qui a fait en sorte que sur le 19e siècle, la valeur du franc n'a quasiment pas bougé et l'inflation a été quasiment nulle pendant un siècle. Alors de 1913 à 1950, la bourse française décroche en fait par rapport à la bourse américaine et ça s'explique par deux raisons.
La première, c'est les destructions massives causées par les deux guerres mondiales et le coût important de la reconstruction. Et la seconde est peut-être moins évidente au premier abord, mais c'est l'inflation. Parce que face aux contraintes économiques et fiscales, le gouvernement français décide de dévaluer le franc, et dès lors une parité avec l'or n'est plus tenable. Bon, la situation ne sera jamais aussi extrême que pour le mark allemand dans les années 20, vu qu'il n'y aura jamais d'hyperinflation en France. Mais tout de même, sur cette période de 1913 à 1950, l'inflation moyenne par an en France est de 15%. Donc dans ce contexte-là, vous l'imaginez bien, la performance réelle est assez médiocre. Mais bon, en même temps, ce n'était pas la priorité numéro 1 sur cette période-là, évidemment. Alors, troisième période de 1950 à 1983, force est de constater qu'il y a une certaine forme de continuation par rapport à la seconde période et la performance est même moins bonne. Et c'est étonnant puisqu'il n'y a pas eu de guerre mondiale. Mais ça s'explique par deux raisons. La première, c'est les choix politiques qui ont été pris, qui ne sont pas trop en faveur d'une économie de marché et donc pas en faveur de la bourse. Je pense notamment aux nationalisations qui ont été décidées à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et deuxièmement, l'inflation n'a toujours pas été mise sous contrôle puisque sur cette période, elle est de 6,5% en moyenne chaque année. Et la combinaison des deux fait que la performance réelle de la bourse est même négative. Quatrième période de 1983 à aujourd'hui. C'est une période de renaissance de la bourse française. Et cette date de 1983 peut étonner au premier abord et je me suis moi-même posé la question d'où sort cette date. Et il y a deux raisons à ça. La première, c'est que 1983, c'est l'année durant laquelle le président Mitterrand a décidé de faire ce qu'on appelle le tournant de la rigueur. C'est-à-dire qu'il est passé d'une politique économique d'inspiration keynésienne avec quelques éléments communistes à une politique sociale libérale dans laquelle l'État a davantage contrôlé son budget et ses déficits et les contraintes sur les entreprises privées ont été un petit peu réduites. Et combiné à ça, la France a accentué sa participation au système monétaire européen. Et le système monétaire européen, c'est un mécanisme qui aide à stabiliser les taux de change entre les principaux pays européens. Et ça a pour but en fait de favoriser les échanges commerciaux entre les pays européens. Et la combinaison de ces choses-là, une politique davantage favorable aux entreprises privées et une inflation progressivement mise sous contrôle, avec ce système monétaire européen, puis plus tard l'euro, a fait en sorte que la bourse française a pu avoir une performance réelle, c'est-à-dire après prise en compte de l'inflation, qui est retombée davantage en lien avec celle de la bourse américaine. Et ça, c'est évidemment une très bonne nouvelle pour la bourse française et plus encore pour les particuliers français. Alors, je vais maintenant zoomer un petit peu sur cette période dans laquelle on est. Et si on regarde la performance année après année, ça donne ça. Alors, comme tout à l'heure, pour le S&P 500, je vais donner la performance brute. Comme vous voyez, ça part un petit peu dans tous les sens. On est face à une moyenne annuelle de 11,6% par an et une médiane de 12,3% par an. En regardant ces données d'un peu plus proche, on se rend compte qu'on est en fait face à une période qui n'est pas homogène, puisqu'on a en fait trois périodes distinctes au sein même de cette quatrième période. On a une première période qui couvre globalement la décennie 90 et un petit peu la fin des années 80, qui est une excellente période, puisqu'on a une performance annuelle brute autour de 22% par an. On a une seconde période qui couvre la décennie 2000 et qui, elle, est beaucoup moins bonne. Et ça s'explique principalement par l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000 et la crise financière qui s'ensuit, et l'éclatement de la bulle immobilière aux États-Unis en 2008 et la crise financière qui s'ensuit. Et ça fait que la performance brute sur cette période-là est proche de 2% par an. Et on a une troisième période qui couvre globalement la décennie 2010, qui elle est bonne, puisqu'on est proche d'une performance de 9% par an. Et si on regarde cette fois-ci la performance réelle, c'est-à-dire avec prise en compte de l'inflation, pour la première période, on se tombe donc à une performance annuelle proche de 20% par an, ce qui reste excellent. Pour la seconde période, on est proche de zéro, légèrement au-dessus de zéro. Et pour la troisième période, on tombe à une performance réelle de 7,7% par an, ce qui est excellent dans le contexte français. Alors, que dire au global ? La première chose, c'est que les États-Unis ressortent comme étant le grand gagnant sur la performance de long terme, puisqu'ils allient à la fois stabilité et performance très significative. Mais j'ai envie de préciser une chose, c'est que les États-Unis comparent non seulement favorablement face à la France, mais en fait face à tous les pays.
C'est un petit peu comme comparer les sprinters avec Usain Bolt. Usain Bolt ressort gagnant, peu importe quel sprinter vous le comparez avec. Et c'est la même chose pour les États-Unis. Si vous êtes intéressé à creuser ce sujet-là, je vous invite à regarder une publication du Crédit Suisse qui s'appelle Global Investment Returns Yearbook, qui contient des statistiques pour une dizaine de bourses nationales de 1900 à aujourd'hui. C'est une publication très intéressante et je mets le lien dans la description. Deuxième observation, malgré une performance qui paraît ne pas être exceptionnelle, la bourse est la classe d'actifs qui a eu la plus grande performance en France sur le long terme. Comme on peut le voir sur le graphique que je représente, qui a été créé par l'économiste David Lebris dont j'ai parlé précédemment, le CAC 40 a eu une performance supérieure lorsqu'on réinvestit les dividendes à la fois aux obligations d'État, les bons du Trésor, mais aussi à la performance de l'or. Et une chose qui n'est pas visible sur ce graphique, c'est que l'or et l'immobilier l'immobilier à Paris en tout cas, ont eu sur le long terme une performance à peu près similaire, même si l'immobilier a été plus stable dans le temps dans sa progression et a eu moins de volatilité que l'or. Mais donc, peu importe la classe d'actifs qu'on compare, obligations, or et immobilier, les actions ont été plus performantes sur le long terme. Alors c'est vrai sur le très long terme, comme on l'a vu sur le graphique précédent, mais c'est également vrai sur une période plus proche de nous, puisque si on prend la performance du CAC 40 depuis sa création en 1988 jusqu'à aujourd'hui, globalement en 2019, on s'aperçoit que sa performance globale a été de 1500%, un peu supérieure à 1500%. Et c'est vraiment énorme, d'autant que on prend en considération évidemment la décennie 2000 dont j'ai parlé précédemment qui n'était pas très performante. Et cette performance de 1500% est évidemment supérieure à la performance des obligations d'État, de l'or, mais aussi de l'immobilier, même en incluant les marchés les plus favorables comme par exemple l'immobilier à Paris. Alors, qu'est-ce qu'on peut retirer de ces informations pour nos investissements ? La première chose, c'est que les États-Unis sont et restent le socle d'un portefeuille boursier orienté vers la performance. Et ce, d'autant plus que ces dernières années, avec le lancement de l'euro et la stabilité du taux de change euro-dollar, le risque de change a été presque annulé, puisque le taux de change est globalement resté autour de 1,2. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, puisqu'en fait, j'ai parlé précédemment en fait, de l'inflation aux États-Unis, mais l'inflation aux États-Unis ne vous importe pas tellement si vous ne vivez pas aux États-Unis. Ce qui vous importe en revanche, c'est la variation du taux de change entre l'euro et le dollar, puisque ça, c'est un facteur de risque lorsqu'on investit dans un autre pays. Mais comme je viens de le dire, ce taux de change est resté globalement stable, donc ça permet de bénéficier de la performance du marché américain assez facilement sans ce risque de change. Deuxième observation, c'est que la bourse française n'est pas à exclure nécessairement. Comme je l'ai dit, ces dernières décennies, la bourse française a eu une performance très correcte. Et puis, il faut garder à l'esprit que j'ai parlé de la bourse américaine et de la bourse française dans leur globalité, mais ces bourses-là sont composées de différents secteurs d'activité, certains qui se portent bien, d'autres qui se portent moins bien, et de centaines d'entreprises. Et si on zoome secteur d'activité par secteur d'activité, on s'aperçoit en fait que la bourse française contient certains secteurs d'activité qui sont en très bonne santé, notamment le secteur du luxe et le secteur des cosmétiques. Si on prend le cas par exemple de Hermès, de LVMH ou de L'Oréal, ces entreprises-là ont eu des performances vraiment importantes qui n'ont rien à envier au global à la performance du marché américain. Et même chose pour le marché américain, entre parenthèses, puisque si on zoome secteur d'activité par secteur d'activité, on s'aperçoit en fait que la performance est très différenciée. Et je vous invite notamment à regarder ma vidéo sur le secteur des nouvelles technologies aux États-Unis si vous n'êtes pas au courant de la performance de ce secteur d'activité, puisqu'il a eu une performance très supérieure à la globalité du marché américain. Voilà, on est arrivé au terme de la vidéo. C'était une vidéo assez chargée. J'ai appris personnellement beaucoup de choses dans mes recherches pour cette vidéo et j'espère que c'est également le cas pour vous. Si c'est le cas, prenez 2 secondes pour mettre un like et vous abonner et la partager auprès d'autres personnes qui la trouveront utile ou intéressante. Et n'oubliez pas que vous trouverez dans la description les liens vers les publications que j'ai mentionnées, ainsi qu'un lien vers un fichier zip qui contient les chiffres que j'ai utilisés pour faire les statistiques de cette vidéo. Sur ce, je vous dis à une prochaine.